Le changement, c'est finalement maintenant au FC Metz. Benoît Thavenot fait son retour au club dans un contexte d'urgence et avec le mécontentement des supporters. Cela lui permettra-t-il quand même de maintenir le club ? Élément de réponse avec nos chroniqueurs. Qui dit arrivée dit départ. Stéphane Le Mignan a été remercié, mais quelle trace va-t-il laisser avec son passage au club ? Une valse des entraîneurs au menu de notre débat du jour. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre nouvel épisode du Graouli Mag. L'actualité a été chamboulée cette semaine, vous n'êtes sûrement pas passé à côté, en même temps ça aurait été difficile de le faire. Évidemment on va revenir sur tout ce qu'il s'est passé durant ces dernières heures du côté du club à la Croix-de-Lorraine avec nos chroniqueurs du jour. Et on commence ce tour de canapé avec Stéphane Moliens. Salut Aymeric, salut les gars. J'espère que tu es prêt Stéphane parce qu'il va y avoir des choses à dire aujourd'hui. Ouais, je suis prêt, puis je suis ravi de débattre avec mes deux amis. Parmi eux, Stéphane, un autre Stéphane. Salut Aymeric, salut à tous. On peut dévoiler les coulisses de cette émission. Oui. Tu enchaînes aujourd'hui. Pas toutes les coulisses. Non, pas toutes les coulisses. Il y en a certaines qu'on va garder pour nous, mais celle-là, on peut en faire partie. Et tu remplaces, c'était pas prévu, tu remplaces au pied levé Bertrand Antoine. Bertrand Antoine, ouais. Grosse responsabilité. Oui. Tu vas voir, l'encyclopédie du football. Je vais essayer d'être à la hauteur. Il faut essayer dans la vie. Et on l'embrasse. Évidemment. Ouais. Et bon rétablissement. Il se rétablir très vite, parce qu'il y a match ce week-end. Je vais avoir besoin de lui. À tes côtés, un autre Stéphane Carmier est avec nous. J'ai pas encore changé de prénom. Il y a peut-être des Stéphane Carmier qui nous. Eh bien, on les embrasse également. Non, moi, je m'appelle toujours Arthur. Bon, ça va alors. Et je vous salue. On a évidemment avec nous la voix off de cette émission. On aurait pu l'appeler Stéphane aussi. On va l'appeler Nathan, parce que c'est quand même comme ça qu'il s'appelle malgré tout. Salut Nathan. Salut tout le monde. On va pouvoir parler évidemment de ce qu'il s'est passé cette semaine. C'est l'heure d'ouvrir une très grande page débat. Et oui, cette semaine a commencé avec plusieurs nouvelles. On va commencer par l'arrivée, évidemment, celle de Benoît Thavenot qui fait son retour au FC Metz. Ça a été annoncé ce mardi par le club. Messieurs, on va commencer très vite par votre avis sur tout ça. Arthur, qu'est-ce qu'on en pense de cette signature surprenante ? Ça, c'est sûr, mais pas que. J'en pense que déjà, c'est d'abord très curieux de la part du président Serein de faire appel à Benoît Thavenot pour remplacer Stéphane Le Mignan. Alors, est-ce que la question de est-ce que Stéphane Le Mignan était encore l'homme de la situation ? On imagine bien que non, vu la crise de résultats que le FC Metz connaît. Maintenant, pour remplacer Stéphane Le Mignan, il fallait quelqu'un qui puisse endosser ce costume de pompier de service. Alors, les noms de Michel Derzakarian, Olivier Dalloglio, Pascal Duprat ont circulé. Force est de constater que avec l'arrivée de Benoît Thavenot, c'est quelqu'un qui connaît déjà le FC Metz et qui est un profil peut-être moins onéreux que ces personnes-là. Pour preuve, le staff de Stéphane Le Mignan va également continuer l'aventure, du moins pour ceux qui veulent toujours continuer à travailler avec le FC Metz. Maintenant, vu ce que représente Benoît Thavenot, bien malgré lui, parce que pour le citer, c'était encore le petit de Fred Antonetti à Bastia. Quand on sait à quel point ça a été très difficile, pour ne pas dire autre chose, la fin de l'aventure de Frédéric Antonetti au FC Metz, ça ne semble pas être la meilleure des idées, sur le plan moral du moins. On va lui laisser sa chance. Peut-être parviendra-t-il à redresser la barre, mais en tout cas, c'est bien mal parti en termes de messages envoyés de la part du président Bernard Serein. Plutôt d'accord avec ça, les deux Stéphane, avec cette analyse ? Factuellement, c'est vrai que Benoît Thavenot n'a pas beaucoup d'expérience en tant que numéro 1. C'est sa 3e expérience après Dijon et Bastia, en National puis en Ligue 2, avec la fin qu'on connaît à Bastia. Et là, c'est sa première expérience en Ligue 1. Alors, il y a du positif et du négatif dans son profil. Il connaît le club, mais pour moi, c'est pas un élément prépondérant parce qu'il faut connaître la Ligue 1 avant de connaître le club. C'est un entraîneur, je crois qu'il y aura une vraie rupture avec Stéphane Le Mignan dans la philosophie, la rhétorique de Thavenot pendant les conférences de presse, y compris à Bastia, était beaucoup axée sur le combat, sur l'agressivité. Et dans mon esprit, c'est une bonne chose parce qu'il faut remettre, si on veut se sauver en Ligue 1, au cœur des débats,
le jeu, évidemment, mais avant le jeu, d'abord l'état d'esprit, l'agressivité, un peu en mode commando. Stéphane Le Mignan avait perdu un petit peu aussi son vestiaire parce que quand vous perdez 12 matchs sur 18, forcément, les résultats ne sont pas là et la crédibilité s'en va, s'étiole également. Mais je pars toujours, moi, d'un principe optimiste. Il y a une décision qui est ce qu'elle est du président de changer, d'avoir une rupture. Benoît Thavenot vient avec ses idées. Et l'avenir nous dira si le président a eu raison ou non. Je pense qu'on verra tout de suite face à Lyon les intentions, l'animation, l'impact qu'aura apporté Benoît Thavenot. Est-ce qu'il réussira avec l'effectif qui est celui du FC Metz, avec la perte de confiance, et son travail sera beaucoup axé sur redonner confiance au groupe, aux joueurs et leur faire penser que c'est possible, que le maintien est possible, et je pense, moi, à titre personnel, que le maintien est possible, ça sera le gros chantier de Benoît Thavenot. On reviendra justement après sur les joueurs, sur la manière dont il a abordé justement le premier contact avec son nouveau groupe. Avant ça, Stéphane, on a vu son parcours un petit peu. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui a choqué dans sa nomination, c'est son début de saison. On le rappelle, il a été limogé de Bastia, où il était... et où ils étaient derniers de Ligue 2 pour rejoindre le dernier de Ligue 1. C'est vrai que cette phrase-là est celle qui a pas mal fait parler. Est-ce que le FC Metz peut se sauver avec un entraîneur qui a très mal débuté avec Bastia ? Alors évidemment, ça n'a pas été son seul fait d'armes avec Bastia. On se souvient de la saison dernière, une équipe quasi imprenable à domicile qui avait embêté Metz à l'aller et au retour. Mais néanmoins, c'est vrai qu'on va dire sur le niveau de la confiance, je ne sais pas si tu es d'accord, ça peut peut-être impacter ça ou pas. Oui, alors c'est évident que si on part de ce point de vue-là et que c'était en effet un entraîneur du dernier de championnat de Ligue 2 et qui en plus se fait évincer du club, ça part pas très très bien si on pense uniquement à ça, et c'est pas un signal très encourageant. En revanche, un entraîneur, en fait, il trouve ou pas les formules, il trouve ou pas la bonne carburation, et quelquefois ça marche ou ça marche pas, on ne sait pas trop pourquoi vu de l'extérieur. Moi je prends l'exemple de Franck Hez. Franck Hez, en fait, si vous regardez un petit peu son pédigré, quand il est arrivé à Lens, il était entraîneur de la réserve pendant quelques temps. Il a remplacé Philippe Montagnier, qui était quand même un monsieur du foot français, qui avait quand même réussi en France et à l'étranger. Et il l'a remplacé au pied levé, en pleine période de Covid, il est monté, et puis on a vu ce qu'il a fait avec le Racing Club de Lens. Alors peut-être qu'il avait aussi des outils à sa disposition, peut-être bien plus que ceux que Thavenot va voir à Metz. En revanche, regardez, il va à Nice, ça ne marche pas du tout. Et pourtant, ce n'est pas un autre personnage. Donc, et pourtant, à Nice, il a quand même aussi des bons joueurs. Donc en fait, moi, j'ai du mal en fait, à imaginer aujourd'hui la réussite ou l'échec de Benoît Thavenot. Je ne sais pas, j'attends de voir, je ne peux pas être Nostradamus. Je sais, ce qui est certain, c'est qu'il y aura une rupture, je suis d'accord avec toi Steph. Ce qui m'embête juste, c'est de savoir, aujourd'hui, la seule question que je me pose, c'est comment le groupe va réagir, parce que ça fait 1 an et demi qu'on leur inculque une vraie philosophie de jeu, oui. Et comment cette rupture va être établie, et il faut qu'elle soit efficiente, rapidement. Oui. Tu parlais de changement de club avec l'exemple de Franck Hez, tu as tout à fait raison. L'inverse est aussi possible. Un coach qui est en difficulté dans un club précis peut réussir parce que son discours passe, parce que le contexte est complètement différent. Là, en l'occurrence, on ne demande pas à Benoît Thavenot d'inculquer des principes de jeu en début de saison, de faire toute une préparation. Là, il joue les pompiers de service, c'est de l'urgence. Donc, il ne va pas révolutionner le football, il va agir surtout sur l'aspect mental avec ses valeurs à lui. Après, je pense que c'est vrai qu'on peut peut-être, et je rejoins un peu ce que tu dis, regretter le fait que ce ne soit pas un coach, par exemple, d'expérience, qui a 200, 300, 400 matchs de Ligue 1, un Camboiré, par exemple, qui a habitué, qui connaît les ressorts des joueurs, des groupes, les effets de levier, surtout psychologiques, pour redresser la barre. Après, ça sera un discours différent de celui de Stéphane Le Mignan, et il faudra que les joueurs s'adaptent, et s'adaptent très vite. Après, les joueurs, ils ont, tu as raison, eu des principes basés sur on repart de derrière, circuit court, des redoublements de passes, jeux combinés, etc. On balance pas devant. Là, on aura un jeu, je pense,
plus directe, plus verticale, qui correspondra peut-être plus aussi au profil des joueurs, parce que les joueurs, avant Stéphane Le Mignan, ils ont une carrière, ils savent comment jouer. Ils ont eu d'autres coachs qui avaient peut-être une philosophie éloignée de celle de Stéphane Le Mignan. Il y en a qu'un supporter, parce qu'on rappelle qu'on est en direct sur Twitch, qui nous dit on veut Borby dans le staff de Tavenot. Un message comme tu veux, c'est pour toi, on te l'offre. C'est gentil. Arthur, c'est vrai que quand on regarde, c'est vrai qu'on parle notamment du statut de Benoît Tavenot, mais il ne faut pas remonter très loin au FCMS pour voir ce genre de pari. Lorsque Stéphane Le Mignan arrive pour faire remonter le club en Ligue 1, il vient de se faire reléguer avec Concarneau. On est encore une fois dans une échelle différente. Mais là, c'est vrai que ce qui est un petit peu frustrant, peut-être pour beaucoup, car on l'a dit, les supporters sont dans la majorité, voire quasi tous mécontents un petit peu de tout ça, c'est de se dire qu'il manque cette fibre Ligue 1, là où on veut voir le FCMS rester. Je pense que c'est même pas encore ça le problème, parce qu'à ce moment de la saison, quand tu fais appel justement à un nouvel entraîneur qui va un petit peu jouer les pompiers de service, c'est sûr que tu as envie qu'il connaisse ce type de situation. Et au final, il n'a jamais vécu ce type de situation en tant que numéro 1. Benoît Tavenot. À Bastia, il était installé. À Dijon, en national, il avait débuté la saison, si je ne m'abuse. Il n'y a que à Strasbourg, quand Frédéric Antonetti avait pris la relève au Racing dans une saison compliquée pour les Alsaciens, qu'il a peut-être connu cette situation-là où, en cours de saison, on doit faire le pompier. Mais il était adjoint. Donc c'est plus pour ses vertus morales de combat. Il dégage un certain charisme. Quand même, je ne sais pas si certains ont pu écouter des extraits de la conférence de presse. À ce moment-là de la saison, c'est important. Et je pense que demandent les joueurs, parce que quand tu es joueur, tu veux gagner. Et quand tu ne gagnes pas, les joueurs réclament aussi un petit peu de changement, un autre fermeté, discours, ouais, bien sûr, de fermeté, et revenir un petit peu aux fondamentaux pour avoir des résultats, tout simplement. Là, il n'aura pas le temps de mettre en place 36 principes de jeu. Ça va être les fondamentaux, l'agressivité, ne pas prendre de buts. Ce qui m'a plu dans son discours, il a fait l'analyse. On a pris plus de 40 buts ou 40 buts en 18 matchs, plus de 2 buts par match. Évidemment, n'importe quel, même néophyte qui voit cette data-là, se dit, il faut fermer les robinets derrière. Nous, on l'a dit. Oui, même nous, on l'a dit. Ouais, c'est dit. Pas des références. Mais là où le bas blesse vraiment, tu parlais de l'accueil de cette nouvelle de la part des supporters, c'est vraiment, pour insister là-dessus, ce message envoyé par Bernard Serin. Je pense que, et encore une fois, c'est pas contre la personne Benoît Tavenot qui représente ça bien malgré lui. Mais tu ne pouvais pas prendre pire profil à part rappeler Frédéric Antonetti ou Laszlo Bologna. Maintenant, il y aura une vérité sur le terrain. Il saura sans doute insuffler quelque chose de nouveau en termes d'état d'esprit. Mais il faut que ça tienne sur la durée, parce qu'il reste quand même plusieurs mois de compétition, il ne reste pas 5-6 matchs. Donc, encore une fois, il mérite qu'on lui laisse sa chance, mais le fait que l'ombre de Frédéric Antonetti plane encore sur le FCMS, et quand on sait à quel point ça s'est très mal fini, il s'est mis beaucoup de personnes à dos au sein du club, au sein du centre de formation. C'est très franchement dérangeant. C'est un énième pari quand même. C'est un énième pari quand même du bord de Messin, parce que c'est un pari. Alors c'est pas un pari contractuel, puisqu'il vient de 6 mois. Si au bout de 6 mois ça va pas, il y aura certainement du changement. Peut-être qu'il coûte aussi moins cher qu'un coûte certainement coach moins cher chevronné, comme les noms qu'on a cités, qui a aussi des exigences, à la fois salariales, mais aussi d'encadrement de staff, bien sûr, de recrutement et de pouvoir aussi, pour certains. Mais je pense que c'est quand même un gros pari en termes d'image et un gros pari médiatique, parce que clairement, là, comme tu le dis, c'est peut-être pas l'entraîneur le plus glamour que tu peux aller chercher sur le marché. Si tu te trompes et qu'à la fin, ça ne marche pas, ou même sur les 5-6 prochains matchs, ça ne marche pas, là, tu te fais descendre dans tous les sens, quoi. Ça, c'est une certitude. Et justement, il y a une conférence de presse de présentation de Benoît Tavenot à laquelle était présent Bernard Serin. On va tout de suite écouter pourquoi il a fait ce choix, parce que qu'on soit d'accord ou non, c'est lui qui décide. Et ensuite, comme je l'ai dit, on a réfléchi quels sont les choix possibles, les entraîneurs possibles.
Et un élément important, c'était aussi de voir quels sont celui qui peut le plus rapidement possible corriger cette situation, parce que on a quoi ? On avait même pas une semaine avant le match de Lyon. Et donc, c'est clair qu'on connaît les qualités de Benoît, on connaît ce qu'il a fait à Dijon, ce qu'il a fait la première saison à Bastia, mais on sait aussi qu'il connaît la maison. Et connaît le club, et donc ça a été un élément aussi qui a pesé dans le fait qu'avec Benoît, on sait qu'on a un départ lancé. Et comme on n'a pas le temps, parce que dans 4 mois, c'est fini, hein, la saison est finie. Alors évidemment, on parle de cette question de temps, hein, vu qu'il ne reste plus que 4 mois avant la fin du championnat. Et surtout, quelque chose qui revient dans les commentaires, qu'on a écrit notamment sur le mur de cette émission. C'est vrai que faire du neuf avec du vieux, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup au FC Metz en ce moment. On l'a vu avec les joueurs déjà, hein, faire revenir Gauthier, faire revenir Habib Diallo, Boubacar Traoré. C'est déjà le cas un petit peu avant. Là, c'est le cas maintenant avec l'entraîneur. Est-ce que c'est vraiment la bonne idée, ou est-ce que peut-être à un moment donné, il faudra penser à vraiment apporter une grosse touche de nouveauté et de neuf dans ce club ? Pour moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas un élément fondamental. Je veux dire, il faut pas se tromper de profil, c'est ça le plus important. Vous pouvez prendre quelqu'un que vous avez connu et puis qui connaît la maison, qui connaît les intendants, qui connaît la ville, les restos, les trucs. Est-ce que ça compte vraiment pour les résultats? J'en suis pas persuadé. Maintenant, l'important, c'est le discours de la personne, en l'occurrence l'entraîneur qui est recruté, son discours vis-à-vis des joueurs, sa crédibilité, ses idées, son impulsion, son exigence, sa force de travail, sa capacité à analyser l'adversaire, à donner de la confiance, surtout en cours de saison, où on n'est pas dans l'optique d'une préparation, où on met en place des idées et puis il y a des recrues qui arrivent. Là, il y a une situation, il y a une urgence, c'est un sprint. Le président parlait dans 4 mois c'est fini, peut-être même avant, si les résultats ne sont pas là. Donc ça peut aller très vite. Là, il n'y a plus le temps de trop réfléchir. Il y a Lyon en plus qui se présente, qui est un gros morceau en pleine confiance, mais l'équipe n'a pas le choix. On fait beaucoup le focus sur l'entraîneur, parce que là, il vient d'y avoir un changement, mais les joueurs aussi, quand il y a un changement de coach, il y a une remise en question des titulaires, il y a une remise en concurrence de tous les joueurs. Ceux qui ont moins de temps de jeu se disent, voilà, les cartes sont rebattues, je vais peut-être avoir ma chance, et l'envie de convaincre le coach de me mettre titulaire. Mais c'est la responsabilité aussi des joueurs, et notamment des cadres, de prendre leurs responsabilités. Il y a eu un changement de coach, maintenant il n'y a plus d'excuses, il y aura une autre philosophie, un match qui se présente, et surtout à domicile, et dans les intentions, il faudra être au niveau. Arthur, c'est vrai que ce contrat, c'est 6 mois pour le moment, et c'est tout. Alors Benoît Thaveno a dit que si ça se passait bien, évidemment, il serait content de continuer l'aventure. Hein. C'est tout ce qu'on lui souhaite, évidemment, que tout réussisse cette saison avec le maintien en poche. Mais c'est vrai qu'on se pose la question du projet. Il avait été entamé avec l'arrivée de Frédéric Arpinon, qui faisait lui aussi son retour, l'arrivée de Stéphane Lemillan, de joueurs comme Jessie Demaguet, Stambouli, Gauthier. Est-ce qu'on doit s'inquiéter de ce projet-là ou pas, ou est-ce qu'on peut même dire qu'il est terminé maintenant ? Je pense que déjà, oui, il est, non, peut-être pas terminé, mais il est totalement remis en question, parce que Frédéric Arpinon et Stéphane Lemillan semblaient marcher vraiment de pair, même si forcément il y a une hiérarchie, le directeur sportif reste au-dessus de l'entraîneur. Il ne me semble pas que Benoît Thaveno et Frédéric Arpinon soient dans une... je peux me tromper, mais dans la même philosophie de football. Maintenant, il y a une urgence à régler au niveau du FC Metz, c'est ce classement de Ligue 1. Indépendamment de son passé et de son, la façon dont il était façonné par Frédéric Antonetti. Encore une fois, même si ça s'est mal fini pour Antonetti au FC Metz, ça reste quand même un entraîneur qui a une expérience immense du football de haut niveau, et qui, justement, lui, il avait réussi à mener un projet à bien au FC Metz pendant les 3 premières années, avant qu'il y ait une certaine rupture, ce qui explique la fin de parcours chaotique. Mais indépendamment de ça, le profil d'urgence de Benoît Thaveno correspond à cette situation.
en cas de maintien ou en cas de descente. Est-ce qu'il correspondrait encore la saison prochaine ? J'en suis pas persuadé, mais encore une fois, on parlait de Stéphane Le Mignan. On ne savait pas la saison dernière, avant qu'il prenne le FC Metz, s'il avait les épaules pour faire monter une équipe en Ligue 1. Il a réussi à le faire. Donc c'est ça qui est merveilleux avec ce sport, c'est qu'on peut avoir tous les a priori qu'on veut. Si le terrain vous donne raison et que vous faites tout pour que le terrain vous donne raison, vous pouvez totalement faire changer les avis des supporters, des observateurs. J'ai du mal, Arthur, à identifier le projet du club. Et encore moins celui d'Antonetti dont tu parlais. Je n'ai pas vu de projet Antonetti. C'était recruter des joueurs, ça vient, ça part. Il n'y a pas de stabilité. Il n'y a pas de stabilité. Et tant qu'il n'y aura pas de stabilité et de cycle, de début de cycle, il n'y aura pas de résultat. Parce que à Metz, ok, les meilleurs ont vocation à partir. Mais Mathieu Hudol est parti parce que aussi tous les joueurs partent. À un moment donné, tu montes, tu es plus faible en Ligue 1 qu'en Ligue 2. Est-ce que tu donnes envie à un Gbamin, par exemple, de signer 2-3 ans ? Qu'est-ce que tu lui vends comme projet ? Viens avec nous, mais on va faire une bonne équipe autour de Gauthier Hein, de Mathieu Hudol, on va se renforcer. Tout ne sera pas parfait, mais on a de l'ambition. Non, le projet, c'est quoi ? Et moi, j'y ai cru aussi au lendemain, enfin même quand il y a eu la nomination Stéphane Le Mignan, Fred Arpinon est arrivé avant, je me suis dit, Gauthier Hein revient d'Auxerre, qui montait en Ligue 1, meilleur joueur de Ligue 2. On initie le début de quelque chose. Mathieu Hudol convoité, on réussit à le garder. Je me dis, tiens, on a retenu les leçons du passé. Mais Stéphane, même sans réussir à garder Mathieu Hudol, tu pouvais réussir à monter une équipe compétitive pour la Ligue 1. Non, je suis désolé, parce que ça a créé pas un peu la zizanie dans le groupe, en pleine préparation. C'est justement ce manque de préparation d'un remplaçant à Mathieu Hudol. On savait depuis un an qu'il voulait partir. Rappelle-toi Sabali, rappelle-toi Idrissa Gueye. Je reviens toujours au début. Pourquoi ? Parce que le début est très très important. Quand tu es en Ligue 1 et que tu es le FC Metz, tu sais que ça va être très très dur. Ça va se jouer à des détails, peut-être au goal average, un point ou deux. Tu ne peux pas louper ton début de saison, tu ne peux pas louper ton intersaison. Il doit y avoir de la stabilité, de la sérénité. Là, clairement, pour revenir à ta question, il y a aussi on a appuyé sur pause par rapport à cette stabilité, puisqu'on a un entraîneur qui est parti et un qui vient d'arriver, et sa mission, c'est 16 matchs. Donc il n'y a pas d'horizon, plus 1 an, plus 2 ans, se maintenir, et l'année prochaine, on va se renforcer. Tu fais le 18, tu appelles le pompier, tu dis éteins-moi l'incendie. Point barre. Tout le reste, en fait, pour l'instant, on s'en occupe pas. Mais il y a déjà un beau petit feu quand même avant que le feu démarre. C'est ça le message là. Ton image est très bonne, parce qu'avant que le feu démarre, il faut faire en sorte que de le minimiser ou que ça ne démarre pas. Et c'est là où on a un peu péché. Mais c'est ni l'entraîneur ni la direction sportive qui a tué dans l'œuf ce projet, ses ambitions, quand bien même Mathieu Hudol est parti. C'est tout de suite après la montée, pour moi, c'était une mauvaise communication, même si on ne peut pas lui reprocher d'avoir été honnête, le président Serin, mais d'annoncer tout de suite, alors qu'on était encore dans l'effusion de cette montée, et qu'on avait l'espoir qu'un projet pouvait se durer dans le temps, on annonce qu'on a besoin de vendre quasiment 3 semaines après la montée. Ça n'envoie pas un message aussi aux joueurs potentiels qui peuvent venir. Ça n'envoie pas un message positif. Pas rassurant en termes de compétitivité et d'ambition. C'est ça qu'il faut souligner. On parlait d'être rassuré. Ce n'est pas le premier changement d'entraîneur en Ligue 1 cette saison, c'est déjà le 5e. Et quand on regarde, pour le moment, le bilan n'est pas forcément favorable. Il y en a qu'un qui est pour le moment favorable, c'est le Racing Club de Strasbourg, même si ce n'est pas vraiment le même changement d'entraîneur. Hein. Le projet se plaçait plutôt bien, mais de l'autre côté, on voit l'OGC Nice ou encore l'AS Monaco qui s'est lourdement incliné, notamment cette semaine en Ligue des Champions. Le FC Nantes aussi, même si tout démarre pour être Cantari. Mais voilà, c'est pas gage non plus de sûreté de changer d'entraîneur. Stéphane, ce que tu disais tout à l'heure, un entraîneur peut marcher ailleurs et à l'inverse peut se rater ailleurs. Mais là, on le sait aussi, il a changé, ça ne veut pas forcément dire que tout va marcher derrière. Et c'est là qu'il faudra faire attention notamment. Oui, de toute façon, si le changement d'entraîneur était aussi radicalement positif, ça se saurait. Mais il n'y a pas de vérité. Je pense
qu'en ce qui concerne le FC Metz, comme je le disais tout à l'heure, ça reste en fait un levier parce qu'on n'a pas trouvé autre chose, ou peut-être parce que l'entraîneur en place a, semble-t-il, malgré les alertes du board messin, est resté sur une sorte de continuité, n'a pas forcément évolué, on en reparlera. Mais une forme de dogmatisme. Et ouais, peut-être bien, tu as raison. Et je crois que là, en fait, ça force un petit peu la décision. Maintenant, j'aimerais savoir qui, aujourd'hui, peut me dire si Benoît Thavenot fera mieux ou pas. Ce qui est certain, c'est qu'il aura aussi une partie du matériel et des outils que Stéphane Le Million n'a pas eu. Exactement les mêmes. Hein. C'est le même groupe, c'est le même staff. Le même groupe, si ce n'est que depuis 2 mois, tu as dû faire quand même Sangbama, Diallo et Sabali. Que tu avais avant et tu n'as pas fait. Diallo a raté pas mal de matchs aussi après. Et on était en progrès, malgré tout, on était en progrès avant que tous ces garçons partent. Tu vas les récupérer, c'est bien, évidemment, mais dans quel état ? Les deux n'ont quasiment pas joué depuis plus d'1 mois. Livre de bonheur. Là, ils ont fêté, comme il se doit à Dakar, la victoire. Et j'espère que physiquement, ils sont quand même entretenus et qu'ils seront à même de jouer un match de Ligue 1. Il vaut mieux les avoir comme ça. Oui, il vaut mieux les avoir. Il vaut mieux les avoir comme ça et qui plus est sur une victoire. Et ils seront à court de compétition quand même, malheureusement. Mais psychologiquement, vis-à-vis du groupe, des coéquipiers, d'être au complet avec les retours de la CAN, évidemment, on a toutes les forces en présence, même nous, les observateurs, même les spectateurs, les supporters, c'est mieux évidemment de les avoir. Mais... On va justement se pencher sur le groupe du FC Metz, mais avant ça, comme je vous l'ai dit, il y a eu une conférence de presse de présentation. Autant entendre le principal intéressé sur ses objectifs avec le club. Tu crois au maintien, Stéphane, t'es pas le seul. Moi, je suis très très content d'être ici. Voilà. Il y a 48 heures, j'étais très très loin du foot, très très loin de Metz, très très loin de tout. Et en 2 heures de temps, lundi soir, ça a basculé sur cette nouvelle aventure. Voilà, je pense qu'il y a des joueurs pour gagner des matchs. Après, factuellement, quand vous regardez les matchs et quand vous regardez au-delà des points, voilà, c'est sûr qu'il faut prendre moins de buts aujourd'hui. Hein. Il y a des choses à changer à ce niveau-là. Et ça sera la première des choses à faire. Et il faut une prise de conscience de tout le monde qu'aujourd'hui, le FC Metz mérite d'être en Ligue 1. Et il faut tout faire pour y rester, encore une fois. Le FC Metz mérite de rester en Ligue 1. Il y aura un match ce week-end et on se pose la question, quelle équipe va aligner Benoît Thavenot ? Avant ça, évidemment, il a rencontré les joueurs depuis qu'il est arrivé. C'était ce mardi. Il y a eu, entre-temps, des entraînements. Il y a aussi eu, on va le dire, le mercredi après-midi, un interrogatoire assez simple. L'idée était de s'entretenir en tête-à-tête avec tous les joueurs et de leur poser une question tout simplement. Est-ce que tu as envie de te battre pour le maintien du FC Metz ? Et si oui, la deuxième question était de savoir qu'est-ce qu'il peut apporter de plus, parce que jusqu'à maintenant, il l'a dit, ce n'était pas suffisant pour le club, c'est ce qu'on a dit. Hein. L'équipe restera là, mais il manquait, si elle était certes de qualité, il manquait des points aujourd'hui. Donc on attend de voir quelles seront les réponses. Il dit également qu'il faudra montrer un visage autre dans l'animation défensive. Ça ne veut pas dire jouer avec 3 gardiens et 6 défenseurs centraux. En même temps, pas sûr que ce soit très légal. Mais embêter beaucoup plus les équipes quand elles ont le ballon. Est-ce que, Stéphane, c'est suffisant pour relancer la lanterne rouge de Ligue 1 ? C'est la base, déjà. Ce que je disais tout à l'heure, c'est revenir aux fondamentaux. Il a très bien compris que pour obtenir des résultats, il faut être le plus hermétique possible derrière, ce qui va donner aussi de la confiance et rassurer le bloc équipe. Après, j'espère que dans les entretiens individuels, tous les joueurs ont répondu oui à la première question. J'ai envie de me battre pour le club. Pas quelqu'un dire non. Non, mais est-ce que tu peux peut-être sentir quelqu'un, je me pose la question comme ça, est-ce que tu peux peut-être sentir quelqu'un dépassé par la situation ou peut-être un peu blasé ? Peut-être que le oui n'était pas très franc, tu vois ? Non, mais c'est sûr que quand tu es dernier, lanterne rouge, 80% du temps, que tu prends des pilules, des 4-0, des 6-1, mentalement, tu es impacté, c'est long, c'est dur, tu es critiqué, remis en question dans ton travail, etc. Mais de là à ne pas se battre, ça, je ne peux pas le concevoir. Évidemment que les valeurs véhiculées par Benoît Thavenot l'amèneront à choisir un 11 qui répond à ces valeurs. Donc d'expérience et d'engagement, d'agressivité. Après, quel choix il va faire précisément ? Est-ce qu'il va remettre Stambouli
dans la danse? Est-ce qu'il va mettre Gebama derrière? Je pense à titre personnel, oui. Et il va s'appuyer, quand vous êtes un nouveau coach et que vous arrivez dans un groupe, vous appuyez sur les forces en présence, sur l'expérience, sur la valeur ajoutée de chaque joueur. Je ne pense pas qu'il va faire des paris vraiment incompréhensibles, voilà, pour rassurer aussi et donner de la confiance au groupe. C'est vrai qu'il y aura ce groupe, alors on l'a dit, déjà dans les commentaires, beaucoup réclament le retour de Benjamin Stambouli. Lui, la réponse à la deuxième question était simple. Qu'est-ce que tu peux faire de plus? Avoir du temps de jeu déjà, ce sera déjà pas mal pour lui. Mais c'est vrai qu'on attend de voir le premier 11 de départ. Il y aura demain une conférence de presse d'avant-match, peut-être déjà les premiers indices de sa composition d'équipe. En tout cas, il faudra déjà faire sans certains joueurs, parce qu'il y a eu des nouvelles du côté du Mercato. Morgan Bokele est parti en prêt sans option d'achat, rassurez-vous, du côté de Dunkerque. Rapidement, Arthur, c'est vrai que pour le joueur, c'est compréhensible. Il faisait partie des joueurs qui n'avaient pas forcément beaucoup de temps de jeu depuis le début de la saison. C'est ce qu'il faut pour se construire dans un début de carrière. Bon, par contre, ça fait un joueur de moins offensivement pour Benoît Tavenot. Le logo de Dunkerque, c'est un dauphin. J'espère qu'il va se transformer en requin, Morgan Bokele, quand il va revenir au FC Metz, parce que c'est un joueur dans lequel, je pense, beaucoup croient, qui a des qualités naturelles. C'est très bien qu'il aille s'étalonner à l'étage inférieur, avoir du temps de jeu, parce que dans sa progression et même dans ce qu'il pouvait apporter au FC Metz, c'était pas assez de jouer des bribes de matchs comme cela en Ligue 1. Maintenant, est-ce que ce prêt va libérer une place pour une potentielle recrue qui s'appellerait peut-être Bounassar, pourquoi pas? Est-ce qu'on le considère comme un arrière-droit, comme un milieu droit? Ça fait quand même très longtemps qu'il est autour du FC Metz, au moins pour s'entraîner, l'international sénégalais. Donc à voir. Mais il faudrait peut-être apporter quelques retouches à cet effectif, au moins une. Tu vois, tu parles d'effectifs, et je fais une petite parenthèse sur l'interview que tu fais, Aymeric, avec le président, où il dit à un moment qu'il est convaincu que l'effectif du FC Metz est concurrentiel pour la Ligue 1. Je pense qu'il se trompe dans le vocabulaire. En fait, en effet, l'équipe et l'équipe type que tu peux aligner, je pense qu'elle est concurrentielle, mais pas l'effectif. L'effectif, il est beaucoup trop amoindri par rapport à ce que demande le niveau médian de la Ligue 1, et même le niveau pour te maintenir. Parce que là, on le voit, dès lors que tu as 2 ou 3 joueurs en moins, par la canne, une blessure, une méforme, etc., tu es à poil, surtout devant. Ouais. Et un garçon comme Morgan Bokele, encore une fois, dans le projet club, je ne vois pas comment... Enfin, c'est bien de le prêter là, maintenant, mais encore une fois, il va falloir qu'il se fasse à nous. Est-ce qu'il va jouer vraiment? Il a déjà été prêté à Épinal. Il a déjà été prêté en 3e division. Maintenant, là, il va en Ligue 2, dans une équipe qui tourne bien, ou plutôt pas mal, certes, mais lui aussi, l'adaptation sera express. L'adaptation, il va falloir qu'elle se fasse très rapidement. Et encore une fois, j'ai du mal à comprendre comment, dès le début de saison, dans la construction effective, on peut se dire que des garçons comme Ibou Sané, Joël Assoro, Morgan Bokele, des garçons qui n'ont pas fait 15 matchs de Ligue 2 l'année dernière, même sont capables aujourd'hui... Malik Mbaye, sont des garçons qui sont capables, on va dire aujourd'hui, de passer un gap de la Ligue 1. C'est même pas l'étage au-dessus, Ligue 1. C'est 3 ou 4 étages au-dessus. Tellement le fossé, il est... Et on le voit, tous les supporters messins aujourd'hui ont tellement l'habitude, entre Ligue 1 et Ligue 2, de voir à quel point le gap, il est énorme. Donc en fait, je me dis comment c'est possible à un moment qu'on puisse imaginer ou qu'on surestime peut-être la force du joueur ou son potentiel de progrès, mais comment on peut dire, ce garçon-là, il va pouvoir remplacer Habib Diallo devant, ou Morgan Bokele, il peut remplacer Titashvili à gauche. Moi, je n'arrive pas à l'imaginer une seule seconde, de la part du board messin, d'imaginer ça. Moi, je vois 15 joueurs de Ligue 1, de niveau Ligue 1 au FC Metz. Alors, ça dépend comment on juge le curseur, mais pour moi, il y a 15 joueurs dans cet effectif qui... 15 qui peuvent être des bons soldats. Le reste, c'est trop tendre. Ibou Sané en numéro 9, c'est trop tendre. Il y a plein de joueurs comme cela. Ouais. C'est encore un peu tendre aussi. Après, il n'y a pas de hasard dans le football. Quand tu prends les statistiques de chaque joueur, tu vois leur pédigré.
Si tu es dernier, c'est aussi parce qu'il y a un manque d'expérience, pas forcément de qualité, mais Ibou Sané sera, je l'espère, un bon joueur, mais pour le moment, c'est un bon joueur, mais qui manque de gabarit, de physique, de puissance, de vitesse, de vis. À un moment donné, ça fait beaucoup. Malik Mbaye, pareil, j'étais au match à Strasbourg, c'est... Je ne veux pas dire inoffensif, ça va vite, c'est intéressant. Et encore, il ne va pas aussi vite qu'on le voudrait. C'est trop tendre, tu ressens vraiment l'écart. Et je te rejoins, le président peut-être idéalise un peu l'effectif, mais la Ligue 1, c'est un niveau, c'est le très haut niveau. Tu joues des équipes qui jouent Coupe d'Europe et tu vois la différence. Titiashvili, Abouashvili, bon joueur, mais très peu, voire pas d'expérience en Ligue 1 également. Et ça, on peut le faire quasiment sur tous les joueurs de l'effectif. Ce que tu peux faire pour compenser, parce que tu n'es pas voué à être dernier et à descendre, mais ce qui compense un manque d'expérience individuelle, c'est le collectif, c'est la tactique, c'est la discipline, c'est la force collective. Parfois, vous jouez des équipes, même en amateur, vous vous dites, individuellement, ils ne sont pas terribles, lui a joué là, je le connais, il n'a pas de pied droit, il n'a pas de pied gauche, mais ils sont difficiles à jouer, quasiment imbattables. Pourquoi ? Parce qu'ils se battent les uns pour les autres, parce qu'ils font très peu d'erreurs, ils sont efficaces dans les zones de vérité, parce qu'ils ont une force mentale. C'est ce qui peut compenser. Malheureusement, Stéphane Le Mignan, et c'est là l'erreur qu'il a commise, je pense, c'est qu'il faisait avec ce manque un petit peu de qualité, comme s'il avait un effectif taillé pour jouer l'Europe. Or, il y a un décalage entre la philosophie et la réalité. On idéalise, on fantasme un football qui ne correspond pas à l'équipe. Et le profil de l'entraîneur est très important pour coller en fait les deux. Et la qualité de chaque joueur et du collectif, et sa philosophie qui va inculquer à ce collectif. C'est surtout un manque d'adaptabilité de la part de Stéphane Le Mignan, parce que, encore une fois, sa façon de voir le football, ça pouvait marcher en Ligue 1, dans la mesure où tu n'étais pas, dans une forme de caricature de ton jeu. Dès lors qu'il n'y a pas ces ingrédients de combat, tu as beau bien jouer au football, tu ne bouges aucune équipe de Ligue 1. Et tu fais des erreurs. Mais peut-être que Stéphane Le Mignan, pour une note positive, il est peut-être taillé par rapport à ses philosophies pour entraîner Lille, des gros calibres ou un gros calibre de Ligue 2, où tu as l'ascendant technique, physique, athlétique. Et peut-être, et je l'espère, Benoît Thavenot est plus à même et plus en adéquation avec l'effectif du FC Metz, même pour se maintenir en Ligue 1. On va justement parler de Stéphane Le Mignan. Avant ça, je voudrais fermer la parenthèse Benoît Thavenot avec déjà le programme de ce week-end, parce qu'il y aura un match face à Lyon. Et c'est vrai qu'on peut regarder, il y aura d'autres rencontres, comme Auxerre PSG, Rennes-Lorient, Le Havre-Monaco, Marseille lance aussi samedi soir, Nantes-Nice, Brest-Toulouse, Paris FC Angers ou encore Lille-Strasbourg. Mais je voulais me pencher du côté des commentaires et te poser la question. Stéphane, c'est vrai que... Alors le commentaire était un peu long, mais je l'ai lu en entier. C'est pour le prouver qu'on regarde ce que vous faites. On a Footmaster qui nous dit que il veut laisser sa chance à Benoît Thavenot. Et il précise qu'il va falloir attendre que Lyon ne sera pas forcément pour lui le match sur lequel il faudra le juger, mais plutôt attendre peut-être ce face aux concurrents directs. Est-ce que tu es plutôt d'accord avec ça ? Est-ce que l'attente doit être tout de suite placée dès la réception de Lyon ? Lui qui, justement, Benoît Thavenot avait mis en avant que les matchs à domicile seraient très importants. Il y en aura quand même 9 sur les 16 prochaines rencontres. Ou est-ce qu'il va falloir attendre 2-3 matchs, notamment les réceptions des concurrents directs ? Le président l'a dit, tu n'as que 4 mois. Donc en fait, c'est très court. Tu ne peux pas te permettre d'attendre. De toute façon, si tu fais un changement brutal, alors que 5 jours après, tu as un match, c'est que tu veux déjà une rupture et tu veux déjà quelque chose qui se produit au sein même de l'équipe, dans la tête de l'ensemble du club. Donc le premier test d'envergure, certes, c'est Lyon, mais que ce soit Lyon, Angers ou Le Havre, le résultat, en termes d'efficience, de production, en termes de bataille sur le terrain, ça doit être le même. Donc après, bien évidemment, tu joues contre une équipe qui est bien plus forte que toi, sur le papier, mais encore une fois... Moi, j'aime pas trop ce mot-là, mais ça va être 16 matchs de coupe, où à un moment, on se fout trop de savoir comment tu vas jouer et quel va être l'adversaire en face. Il va falloir gagner des matchs, ou en tout cas marquer des points.
Et Lyon ou pas Lyon, moi, en plus de ça, tu es à domicile, tu changes d'entraîneur, il y a une grosse attente, on va dire, des supporters, des abonnés, de l'ensemble des suiveurs du FC Metz. Moi, je pense que Lyon ou pas Lyon, c'est un très très bon test et c'est le premier, et pour Benoît Thavenot, clairement, mais aussi pour cette nouvelle façon certainement d'aborder les rencontres. On a regardé un petit peu devant nous, notamment avec le match de ce week-end. Vous l'avez déjà fait un petit peu, mais je vous propose quand même de revenir un petit peu en arrière, parce que qui dit arrivée dit forcément départ. Et on va revenir sur celui de Stéphane Le Mignan, justement, qui après un an et demi, malheureusement, a été remercié par le bord de Grenelle, notamment par Bernard Serin, qui n'a pas manqué de parler de lui. On va l'écouter tout de suite. C'était lors de la conférence de presse de présentation de Benoît Thavenot. Il faut suivre. J'avais décidé d'arrêter la collaboration avec Stéphane Le Mignan. Je vais recommencer par le remercier pour les 18 mois qu'il a passé au club, pour son investissement, parce qu'il a travaillé d'arrache-pied. On sait la quantité de travail qu'il a fourni pour à la fois comprendre l'effectif que nous avions, mais aussi apporter des idées de jeu qui, je crois, par moments et souvent, donnaient du plaisir dans le stade à nos supporters. On a eu beaucoup plus de jeux et peut-être que cette philosophie nous a amené à avoir une certaine fragilité défensive quand la possession se fait dans notre propre terrain, dans notre propre moitié de terrain. En tout cas, je veux le remercier pour son investissement et je lui dis que la décision de changer d'entraîneur est toujours très difficile. Donc on a entendu les mots du président. C'est vrai que la défaite face à Strasbourg a été celle de trop, tant dans le fond que dans la forme, malheureusement pour Stéphane Le Mignan. J'ai quand même envie de vous poser la question, qu'est-ce qu'on va retenir de Stéphane Le Mignan, Arthur? C'est vrai qu'on ressent peut-être un peu de frustration, humainement très attachant. Et c'est vrai qu'on se posait la question tout à l'heure, on a du mal à savoir si c'était un plafond de verre, cette Ligue 1, ou si justement il est peut-être trop resté sur ses principes et c'est peut-être pas forcément assez adapté ou ouvert. Chose qu'on avait plutôt mis en avant la saison dernière en Ligue 2. Ouais, au-delà de... Je pense que c'est vraiment ce manque d'adaptation et d'adaptabilité. Alors évidemment, un entraîneur, tu peux pas te remettre en cause chaque week-end. Tu dois garder des grandes lignes directrices, des principes de jeu qui, à mon sens, sont plus... aurait pu fonctionner avec ce FC Metz en Ligue 1. On voit des images on voit Benjamin Stambouli en fond à l'entraînement là, avec Stéphane Le Mignan. Ça a été aussi un des soucis qui a pu exister en Ligue 1. On l'a répété plusieurs fois sur ce plateau. Encore fallait-il que les gens qui disent qu'on ne le dise pas regardent les émissions. Il a manqué quelque chose avec Benjamin Stambouli en Ligue 1, Stéphane Le Mignan. À mon sens, il ne s'est pas assez appuyé sur l'expérience de ce joueur. Alors, est-ce que c'est pour des raisons humaines? Est-ce que ce sont pour des raisons techniques et physiques? Peut-être pensait-il que Benjamin Stambouli n'était pas un titulaire en puissance dans une saison de Ligue 1 en 2025-2026. Ça appartient au passé désormais. Et c'est ce qui va rester, selon moi, de Stéphane Le Mignan, c'est un sentiment d'inachevé, parce que il avait vraiment toutes les cartes en main pour réussir. Et à cause de quelques détails qu'il n'a pas su réussir, ça donne cette fin de parcours. Justement, on va regarder un petit peu les statistiques de Stéphane Le Mignan au FC Metz qui, tout de même, sont positives. Si on regarde sur le papier, 26 victoires, 15 nuls, 19 défaites. Ça, c'est toutes compétitions confondues. Ce qui fait en moyenne 1,55 points par match. On va faire un petit peu de statistiques. Stéphane, c'est vrai que Stéphane Le Mignan, c'est cette fin un petit peu compliquée, mais pas que. On garde quand même en souvenir cette première saison en Ligue 2 et ce finish quand même assez incroyable, plein d'émotions. Ce retour du football qu'on a beaucoup mis en avant aussi et qui avait quand même fait pas mal de bien après notamment le passage de Laszlo Bologna pour ne citer que lui.
on peut le dire, il laissera tout de même une bonne image derrière lui au FC Metz. Moi, je pense, oui, en effet, qu'il laissera une bonne image parce que déjà, c'est un garçon en effet attachant. Je pense que l'ensemble de la presse était plutôt content de travailler avec lui. C'est quelqu'un qui a exprimé beaucoup d'humilité, je trouvais, au regard aussi peut-être de son parcours, parce qu'il était aussi en formation, clairement. Il ne connaissait pas la Ligue 1, il le disait lui-même. Il faut pas oublier ce qu'on a demandé à Stéphane Le Mignon et l'ensemble de ses missions quand il est arrivé. On lui a demandé évidemment de faire monter l'équipe en Ligue 1 et on lui a demandé de donner une identité de jeu, une philosophie de jeu au FC Metz basée sur la possession, ce sont les mots du président. Et puis ce qu'on oublie aussi, mais ça fait partie du rôle d'un entraîneur comme Stéphane Le Mignon, c'est de faire progresser les joueurs. Parce que si tu ne les fais pas progresser, ils ne deviennent pas bankable. Et chez nous, c'est obligatoire si tu veux boucler les budgets. Donc en fait, il avait 3 missions importantes qu'il a réussi, je pense, l'année dernière. Cette année, il est arrivé dans une division qu'il ne connaissait pas. Et il l'a dit lui-même, puisque en tout début de saison, il a dit « Moi, je ne regardais que des matchs de Ligue 2 parce que c'était ma division. Finalement, je ne connais pas suffisamment encore la Ligue 1 aujourd'hui. » Donc il l'a apprise sur le terrain. Et parallèlement, ce qui a fait, je crois, sa chute, c'est des statistiques. Alors oui, la possession, mais une possession souvent stérile. Et surtout, les statistiques, moi, qui m'ont toujours choqué, c'est le manque on va dire, de kilomètres parcourus dans l'équipe, très, très, très souvent, à 90% dessous de l'équipe adverse. Trop peu de courses à haute intensité, pardon. Et puis, je trouve qu'on perd beaucoup trop de duels, surtout au milieu de terrain. L'année dernière, en Ligue 2, je trouvais qu'on se faisait perforer trop souvent. Cette année, un petit peu moins. Mais je trouve que là, le premier but à Strasbourg le montre, c'est qu'on est vraiment toujours très attentif à ce qu'on va faire avec le ballon. Mais je trouve que dès lors qu'on n'a pas le ballon, on est beaucoup moins bon. C'est-à-dire qu'on laisse passer les joueurs dans le dos, on est moins concentré. Voilà, je pense qu'il a mis en place des choses pour une équipe qui avait le ballon, mais je pense qu'il a peut-être un peu trop zappé toute cette partie du football qui consiste à défendre, à être attentif, à soigner le placement, les replacements. Et c'est ce qui a fait, je pense, un peu sa perte. Malheureusement, parce que je suis intimement convaincu que ça peut être, à terme, un très bon entraîneur. Stéphane, c'est aussi, on l'a dit, et le président l'a dit aussi, un peu, pas une nouveauté, mais c'est rare de voir un entraîneur quitter le FC Metz en plein milieu de la saison. C'est la 4e fois que ça arrive depuis que Bernard Serin est aux commandes. On ne va pas parler du timing, de toute manière, qu'il soit avant ou après, finalement, ça change pas mal de choses. Mais qu'est-ce que toi, tu vas retenir de l'entraîneur ? Est-ce que tu trouves que c'est trop tôt ou trop tard, peut-être, pour cette séparée de Stéphane Le Mignon ? Alors déjà, ce que je pense de Stéphane Le Mignon, il y a un peu tout qui a été résumé et dit ici. C'est un coach qui veut faire jouer son équipe, forcément, il y a une prise de risque quand tu veux repartir de derrière en passe courte face à des adversaires de qualité qui analysent ton jeu et qui connaissent un petit peu tes défauts et vont te presser là où ça fait mal. Ça devient un petit peu plus problématique. La chose qui n'a pas été dite, c'est qu'il n'a pas été aidé. C'est ça, je veux dire, saison de Ligue 2, on monte. Voilà, c'est un profil d'entraîneur qui a besoin de bons joueurs, de matière première, ce sont les joueurs donc qui répondent à certains critères et certaines qualités. Quand vous avez des recrues tardives, des chamboulements dans l'effectif, c'est beaucoup plus compliqué de mettre en action les principes de jeu. Après, là, le tort qu'il a eu, je pense, c'est qu'il s'est un petit peu obstiné vers la fin, surtout, où la patience qu'on pouvait avoir en septembre, en octobre, pas forcément avec des résultats décevants en étant lanterne rouge, tu n'as plus cette même patience, et quand tu vois que ça ne porte pas ses fruits, l'intelligence aussi, c'est la faculté d'adaptation, de changer son fusil d'épaule, de ne pas renoncer à tous ces principes, mais peut-être s'adapter, d'être un petit peu plus, et tu le dis très bien Stéphane, quand tu
penses beaucoup à jouer, tu négliges peut-être un petit peu l'aspect sans ballon, l'aspect défensif. Et je pense qu'en Ligue 2, ça peut passer, parce que tu es au-dessus. En Ligue 1, ça passe pas parce que tu as beaucoup de matchs où tu as moins le ballon et où il faut bien défendre ensemble, ce qui ne veut pas dire faire que défendre et ne rien proposer, mais cet équilibre entre l'attaque, la défense, les équilibres, les marquages préventifs, c'est ça qui est très important en Ligue 1. Après, c'est un coach qui a tout donné, qui allait voir la réserve, qui a ça tranche un peu avec Antonetti, très apprécié, qui s'en foutait un petit peu du club et de la réserve. Donc là, c'est un coach qui était très investi. On n'a pas grand-chose à lui reprocher, si ce n'est que il n'avait pas de résultats parce qu'il était avec des principes de jeu qui n'amenaient pas ces résultats, malheureusement. Et son jeu de passe, tu vois, moi j'adore le jeu de passe, j'adore vraiment, mais j'ai comme l'impression qu'il a eu cet effet négatif sur certains joueurs. Moi, Gauthier, quand je le voyais au Auxerre, c'était quand même un garçon qui créait la rupture, il accélérait. Je ne l'ai jamais vu faire avec Metz. Cette saison. Traoré, on l'a vu comme un mec qui cassait des lignes, on ne l'a jamais vu faire. Et nos joueurs d'explosivité, on parlait de Bokeh tout à l'heure, Mbaye, etc. Je pense que c'est des joueurs aussi qui, à un moment, peuvent accélérer avec le ballon, créer la rupture. Je trouve que trop peu de garçons ont réussi à faire ça parce que il y a le jeu de passe, et souvent un jeu de passe un peu stérile. Parfois, qui a été privilégié. Donc, est-ce qu'à un moment, il n'a pas enlevé quelques qualités, peut-être à leur insu, tu vois, à certains joueurs, parce que c'est, je prends... Oui, parce que ça correspondait peut-être moins aux qualités de ces joueurs. Ouais. Messieurs, malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle. On arrive à la fin de cette émission. Avant ça, évidemment, il reste une toute dernière information, mais... Tout de même, ironie du sort, si on veut, il n'y a pas de coïncidence dans la vie. L'entraîneur de 51 ans, Stéphane Lemignon, avait démarré son aventure Messine. C'était face au Sporting Club de Bastia, entraîné à ce moment-là par Benoît Thavenot, qui est devenu son successeur au FC Metz. Ça fait partie des petites coïncidences. Je n'avais pas envie de... Tu en tires quoi comme conclusion ? Je sais pas, j'avais juste envie de te donner l'anecdote. Libre à toi d'en faire ce que tu veux. On va battre. Avec un partout à la clé. Peut-être. C'est vrai qu'un coup franc d'Ablaïgelo à la dernière seconde du match ou presque. Un petit mot tout de même pour les féminines du FC Metz qui se sont imposées face à Strasbourg, 3-0. C'était en Coupe de la Ligue. Évidemment, l'occasion également de vous dire qu'on prépare des choses avec Aline Janella. La chronique revient tout bientôt avec une nouvelle formule. Nous, évidemment, on va se quitter là pour cette émission. On va regarder ce qu'il se passera ce week-end face à Lyon. La première de Benoît Thavenot, le nouvel entraîneur du FC Metz. Merci, messieurs, de m'avoir accompagné, d'avoir débattu sur ce sujet longuement. On n'a fait que ça pendant 1 heure. On se retrouve très vite sur Moselle TV.